Le débat africain. Alain Foucault. Au regard de leur nombre de plus en plus élevé, si les sorciers et autres ngangas sont responsables du mal dont elles et ils souffrent en silence, comme le laissent croire certaines traditions, c'est qu'ils en font des heures supplémentaires, les féticheurs. Ils doivent travailler jour et nuit. L'infertilité en Afrique est devenue une véritable question de santé publique, même si les autorités n'en ont pas fait une priorité. Contrairement au cliché longtemps entretenu qui veut qu'elle soit un fléau des pays riches, la moitié des couples touchés par l'infertilité dans le monde vit en Afrique subsaharienne ou en Asie du Sud-Est. Entre 15 et 30% des couples africains ont des difficultés pour procréer. Comment expliquer ce phénomène dans un environnement où la femme ne se définit souvent que par sa capacité à donner la vie? Comment expliquer le nombre de plus en plus important des ménages confrontés à ce drame? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à cette question d'infertilité dont on parle si peu et qui dans le même temps frappe et mine de nombreux ménages. Plusieurs invités en ligne dans quelques capitales subsahariennes. D'abord le docteur Ernestine Ngwetbel, gynécologue, obstétricienne et directrice de la clinique Odyssée de Douala et du centre de procréation médicalement assistée basé dans cette même clinique Odyssée. Le docteur Ngwetbel était encore il n'y a pas longtemps la présidente du GIRAF, le groupe interafricain d'études, de recherche et d'application sur la fertilité. Elle fait partie de l'équipe qui a permis la naissance du premier bébé par FIV, c'est-à-dire Fédération In Vitro, en Afrique centrale. Bonjour Dr Ngwelt. Bonjour Alain, merci beaucoup d'être là. Notre second invité est le Dr Nino Guy Kasuto, biologiste au laboratoire Drouot à Paris, qui a contribué à la création, la mise en place et le suivi des centres de PMA en Afrique francophone, notamment au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Mali. Dr Kasuto est en direct de Rabat au Maroc. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Alain, bonjour. Troisième invité de ce plateau, le docteur Djedi Kaba Diakité, spécialiste en gynéco-obstétrique. Il a créé à Bamako en 1993 la clinique Kabbalah. Bonjour docteur Diakité. Et bonjour Alain, bonjour. Et enfin, en direct de Douala, une dame qui a voulu témoigner de son cas et qui souhaite garder l'anonymat. On va l'appeler Geneviève. Bonjour Geneviève. Bonjour Alain. Alors, lorsqu'on dit infertilité, tout de suite, on se dit, ça ne concerne pas l'Afrique. C'est ce qu'on a pensé pendant très très longtemps. Or, on se rend compte, en voyageant sur le continent, en allant dans les hôpitaux, que les femmes africaines sont de plus en plus nombreuses à consulter pour pouvoir faire un enfant, et même les hommes. Comment expliquer cette nouveauté, Dr Ngwetbel? Qu'est-ce qui explique cette infertilité aujourd'hui? Alors, on peut penser que l'infertilité a toujours existé, mais ce qui est nouveau, c'est que les causes ont changé. Et les principales causes aujourd'hui, ce sont les infections sexuellement transmissibles qui entraînent chez les femmes africaines particulièrement ce qu'on appelle les trompes bouchées. Et ces infections sexuellement transmissibles sont évidemment liées au changement du mode de vie. Les jeunes filles aujourd'hui ont des rapports sexuels de plus en plus précoces. Les messieurs ont plusieurs partenaires, il y a même beaucoup d'infections sexuellement transmissibles. Ça, c'est une des causes. La deuxième cause aussi, c'est que les femmes aujourd'hui ont de plus en plus de fibromes en Afrique. La femme africaine a toujours eu des fibromes. On a l'impression comme il y en a un peu plus. Et puis, il y a d'autres maladies qu'on ne sait pas du tout, comme l'endométriose, qui sont venues s'ajouter à cette batterie des causes. Ça fait donc que beaucoup de femmes aujourd'hui souffrent d'infertilité. Mais la chose importante aussi, c'est que les femmes aujourd'hui, quand elles sont infertiles, vont de plus en plus consulter, ce qui n'arrivait pas souvent. Si je vous comprends bien, vous nous dites, il n'y a pas plus de femmes infertiles, il n'y a pas plus de femmes, on va dire, stériles, comme on dit en Afrique. Il y a simplement qu'on n'en est plus conscient aujourd'hui. Elles en sont plus conscientes et il y a de nouvelles causes ou des causes qui ont permis que ce taux de fertilité augmente. Voilà un peu. Alors, j'ai envie de me tourner vers le docteur Djedi Kaba Diakité, qui est dans une autre zone de l'Afrique qui est un peu plus de confession musulmane. Ce sont les mêmes causes? Oui, je suis d'accord avec ce qu'Ernestine vient de dire. Les causes sont les mêmes, mais je tenais quand même à préciser qu'il y a des infections à bas bruit qu'on appelle les chlamydies à mycoplasme qui font beaucoup de dégâts au niveau tubaire et chez les hommes et chez les femmes qui peuvent détériorer les spermes de l'homme et obstruer les trompes des femmes. En dehors de ça, l'infertilité masculine est en train quand même de prendre du pas. Avant, on parlait de l'infertilité féminine et actuellement les hommes sont beaucoup plus infertiles. En tout cas en Afrique, les dernières études montrent que les hommes
sont de plus en plus infertiles. C'est presque un sujet tabou parce que généralement en Afrique, lorsqu'il n'y a pas d'enfant dans le couple, on se tourne vers la femme, on dit que c'est elle qui ne fait pas d'enfant. Oui, bien sûr, c'est ce que j'ai dit aux jeunes. Avant nos consultations, on cherchait les hommes, ils ne venaient pas. Vous avez une clinique d'infertilité, vous voyez les femmes, sans les hommes. Actuellement, c'est les hommes qui viennent là. Ah, ils ont pris sur eux de venir maintenant, ils ont intégré que ça peut venir d'eux alors. Oui, ils ont compris, parce que vous avez parlé de polygamie. Au Mali, il y a la polygamie. Un homme, il marie 1, 2, 3 femmes qui n'arrivent pas à tomber en état, il se pose des questions. Alors, maintenant, comme il y a les nouvelles méthodes de traitement de procréation médicalement assistée, ils se disent qu'il y a un espoir qui est né. Ce qui fait qu'ils se découvrent de plus en plus. Et ils voient des couples qui étaient stériles pendant 10, 20 ans, qui parviennent à procréer. Donc, ils viennent faire leur bilan, leur spermogramme, qui permet de savoir s'ils sont au moins un peu fertiles. À partir du moment où il y a un petit espoir, ils tiennent le bout et puis ils vont vers ces méthodes de procréation médicalement assistée, qui a vraiment donné de l'espoir aux hommes africains et aux couples africains. Alors, puisqu'on est dans les causes aujourd'hui, on a beaucoup entendu parler du fait que les femmes africaines, les femmes noires en général, et je tiens ceci d'un médecin qui est pas loin de Radio France Internationale, que les femmes africaines avaient aussi une propension à développer beaucoup de fibromes, qui peuvent aussi être des causes de cette infertilité. C'est vrai, Ernestine Ouettbel? Oui, exactement cela. Les femmes africaines font beaucoup de fibromes. Heureusement que tous les fibromes n'empêchent pas de tomber enceinte, mais quand ils deviennent très gros, il faudrait les enlever pour que la femme puisse tomber enceinte. Malheureusement, quand on les enlève, cette simple opération d'enlever ces fibromes entraîne d'autres conséquences qu'on appelle les adhérences, et ça peut également boucher les trompes des femmes, donc on aggrave l'infertilité. Donc, il y a ces facteurs-là. Nous avons fait, je voudrais vous le dire tout de suite, une enquête au niveau du Girafe, une enquête multicentrique, pendant que j'étais présidente, justement. Je dois préciser que le Girafe, c'est le groupe interafricain d'études, de recherche et d'application sur la fertilité. Exactement, qui a été créé en 2009 à Lomé par une équipe de médecins et qui est aujourd'hui de plus en plus grand. Et nous venons de faire notre congrès, justement, et le président sortant, c'est mon ami Didi Diakité, qui est en train de parler de Bamako. D'accord. Donc nous avons fait cette étude pour savoir quelles sont les causes principales des infertilités en Afrique et surtout comment les médecins d'Afrique pourraient traiter ce pathologie d'infertilité-là. Alors nous avons trouvé quelque chose qui est de l'ordre de commun. Par exemple, que quand il y a un couple dans les infertilités, il y a la part de l'homme dans un tiers de cas, il y a la part de la femme dans un tiers de cas, et dans le dernier tiers, il y a la part des deux autres. C'est presque pareil un peu dans le monde entier. Quand vous dites la part des deux, c'est-à-dire les deux sont infertiles? Le tiers des cas d'infertilité est causé par la femme, le deuxième tiers est causé par l'homme, et le troisième tiers, dans le troisième tiers, l'homme et la femme sont impliqués. D'accord? Et maintenant, quand on va par sexe, on va regarder qu'est-ce qui se passe chez la femme. Pourquoi la femme africaine? Quelles sont ses causes? On va voir que dans son tiers, 47% des femmes ont ce qu'on appelle les trompes bouchées. Et ça, c'est très important. C'est un facteur qui est 3 fois plus important que dans le reste du monde. 46% des femmes ont les trompes bouchées, dans ces femmes qui sont infertiles. Les fibromes viennent au second rang avec 15%. Les causes hormonales, comme dans le reste du monde, c'est-à-dire le manque d'ovulation, des troubles de tout genre, représentent 14%. L'endométriose, qui est une maladie très mal connue, très mal diagnostiquée, difficile à traiter. Dont a parlé Claire Hédon dans son magazine Priorité Santé. Exactement. Et on va trouver les causes inexpliquées là où on ne trouve pas de raisons dans à peu près 8% des cas. Donc voilà les causes principales. Les causes principales. Sur la femme. Alors on sait qu'en Afrique, une femme qui ne fait pas d'enfant dans certaines traditions et même dans certaines régions, notamment rurales, mais quelquefois aussi dans les centres urbains, la femme qui ne fait pas d'enfant est souvent mal perçue, mal vue. Est-ce que c'est encore le cas, Geneviève, vous qui avez travaillé à faire des enfants, autrement c'est-à-dire qui avez eu du mal au départ? Oui, enfin, déjà en Afrique, c'est une question de... Quand vous ne faites pas les enfants, vous êtes mal vu par la société. Les gens vous regardent mal, peu importe ce que vous êtes dans la société. Si vous n'avez pas d'enfants,
Vous êtes très mal vu dans la société. Mais le problème d'infertilité, aujourd'hui, pour moi, c'était déjà un défi personnel. C'est-à-dire que moi, j'avais franchement besoin de faire un enfant. Ça devait contribuer à mon épanouissement, cet enfant. C'est pas parce que les gens vont... L'entourage... Vous n'avez pas été influencé par votre entourage, votre belle famille ou votre propre famille ou les amis? Non, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de pression du côté de la famille, mais c'était pas ça qui me boostait. C'était pas ça c'était pas un défi, la famille. Moi, c'était, en réalité, il fallait que j'ai un enfant pour mon épanouissement personnel. Vous, à quel moment on vous dit, vous avez des problèmes de fertilité? Et qui vous le dit? Vous consultez? Oui, je consulte. Je consulte. Au moment, avant d'arriver dans le centre de PMA chez Dr Guetbel, je consultais d'autres gynécologues, mais c'était pas forcément pour faire un enfant. Quand j'arrive chez Dr Guet, c'est parce que j'ai cherché déjà un enfant pendant plusieurs mois. Sans trouver. Alors, tout à l'heure, on faisait la remarque en disant, ce sont les femmes qui vont généralement consulter. Bon, tout à l'heure, le docteur Jedi Kabadiakité disait, les hommes commencent à le faire, mais dans la plupart des cas, c'est les femmes qui consultent. Vous avez pensé plutôt que c'était vous, ou est-ce que vous y êtes allé avec votre mari? Non, j'y suis allé seul. Pour vous, c'était vous, quoi? C'était voir d'abord si c'était moi le problème, et puis ensuite, si c'était lui. Parce qu'en général, on commence par la femme, du coup. D'accord. Alors, puisqu'on a un peu dressé le tableau des causes de cette infertilité, est-ce que ça se soigne aujourd'hui? Est-ce que c'est plus facile à soigner aujourd'hui? Docteur Nino Gasuto, vous qui êtes biologiste et au laboratoire Drouot à Paris. Alors, ça se soigne bien mieux, puisque nous avons aujourd'hui les techniques d'assistance médicale à la procréation. Mais pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure au niveau de la fréquence, on peut dire que on a souvent confondu la natalité avec l'infertilité. Et pour avoir commencé au début cette belle aventure avec Guetbel, Saint-Jean, Diakité, beaucoup de gens, au début, lorsqu'on voulait faire un centre en Afrique, on nous disait « mais attendez, la natalité est forte, qu'allez-vous faire ?» Et c'est cette confusion d'indice de natalité avec l'indice de fertilité que les personnes mélangent et ne comprennent pas pourquoi on va faire de l'assistance médicale à la procréation en Afrique. C'est comme si on disait qu'on allait faire des centres en Chine ou en Inde. Alors ça surprend toujours. Mais en réalité, le problème, il est le problème du couple. Alors les causes, comme l'a dit Ernestine Guetbel, sont effectivement bien réparties. 30% chez l'homme, 30% chez la femme, 30% mixte, et il reste 10% d'infertilité inexpliquée. On les soigne beaucoup mieux parce que on a les nouvelles techniques d'assistance médicale à la procréation, surtout pour l'infertilité masculine avec l'ICSI. Mais ce qui est important, et ce que l'on essaye à travers ces communications, cette information, le GIRAF fait beaucoup de travail, un beau travail, c'est cette information. Parce que c'est par cette information que les couples vont consulter et que l'on pourra faire de la prévention. Parce que ce qui manque aujourd'hui en Afrique, c'est la prévention. C'est de traiter, comme on vous a dit tout à l'heure, au niveau de ces problèmes tubaires, d'infection, d'MST, on arrive toujours à la fin, au bout du rouleau, c'est-à-dire quand la femme va avoir 40 ans. Et souvent, à ce moment-là, il est un peu trop tard. Donc, en gros, pour vous, il faut d'abord la prévention, c'est-à-dire une hygiène sexuelle beaucoup plus normale, on va dire. D'abord, c'est ça la clé. Absolument. C'est que comme ça qu'on pourra améliorer tous les problèmes tubaires. On ne va pas améliorer les problèmes endocriniens, les problèmes hormonaux, les problèmes d'ordre génétique, toutes ces infertilités-là, non. Mais par contre, tout ce qui est infection, tout ce qui peut être même toxique, tout ce qui peut être pollution, tout ça peut être amélioré et contrôlé. Alors, quand on dit améliorer l'infertilité, ça se traite comment? Est-ce que, parce que dans l'esprit de la plupart des gens, on injecte du sperme, j'en sais rien comment ça se passe. Est-ce que on rend la personne plus fertile ou tout simplement on lui injecte quelque chose? J'en sais rien. Comment ça se passe concrètement, docteur Guetbel? Alors, c'est simple. C'est la médecine. On commence d'abord par faire le diagnostic. C'est-à-dire quand un couple vient vers vous, que ce soit la femme
ou l'homme, ou les deux. On fait d'abord le diagnostic. Un bon diagnostic, ça commence par un examen clinique des deux partenaires. On examine l'homme, on examine la femme, on fait les examens de laboratoire, on fait l'échographie, on fait éventuellement les radiologies. Quand on a fait ces 3 examens principaux-là, on arrive à trouver 80% des causes de cette infertilité-là. 80%. Oui. Alors, maintenant, donc, on va aller traiter les causes. On donne des traitements en connaissant la cause. Quand c'est les problèmes hormonaux, les femmes qui n'ont pas d'ovulation ou les hommes qui ont des troubles hormonaux, on va leur donner simplement des comprimés ou des injections pour qu'ils puissent avoir des ovulations, puisqu'ils puissent améliorer leur sperme. Quand ce sont des problèmes d'infection, parce qu'on les trouve souvent au départ, on va y aller avec des traitements antibiotiques sur de longs mois, donc semaines. Et généralement, ce seul traitement antibiotique peut apporter déjà de l'amélioration quand même. du sperme. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur les infections, notamment les infections sexuellement transmissibles que le docteur Diakité a dit, chlamydia, mycoplasme et toutes les autres. On a de moins en moins la syphilis, mais elle n'a jamais disparu. Ensuite, donc, maintenant, quand on arrive au traitement de sperme pathologique, on essaye de faire des traitements par comprimés, notamment les antioxydants, des traitements hormonaux. Et là, généralement, rapidement, on ira vers l'assistance médicale à la procréation, c'est-à-dire l'insémination ou la fécondation in vitro. D'accord. Et quelle est la proportion de fécondation in vitro dans votre cas, dans le cas de votre centre? Je voulais donc terminer. Quand on a les trompes bouchées, on a 2 possibilités essentiellement. Bon, après les antibiotiques, les traitements médicaux, on peut faire de la chirurgie endoscopique, c'est-à-dire traiter les trompes par chirurgie, essayer de les déboucher, ou alors aller en fécondation in vitro. Nous, dans notre cas, nous allons, peut-être parce qu'on est un centre ciblé quand même, pour les couples qu'on reçoit en bilan d'infertilité, on ira à peu près dans 35% des cas en fécondation in vitro. C'est beaucoup, mais c'est parce que aussi nous recevons des patients de d'autres couples. Ouais. Dans votre cas, Geneviève, vous avez eu recours à quoi? Fécondation in vitro ou bien tout simplement traitement? Fécondation in vitro. Ah, vous êtes allé à la fécondation in vitro tout de suite ou après être passé par d'autres méthodes? Après être passé par des inséminations infructueuses. D'accord. On sait que tout ceci a un coût et je souhaiterais que dans la seconde partie de ce magazine, nous parlions du coût puisque ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde de suivre ce type de traitement et puis que les centres de santé ne sont pas suffisamment nombreux sur le continent pour pouvoir accueillir tout le monde. J'ai tort quand je dis cela, docteur Djeli Kaba? Oui, effectivement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de centres en Afrique, parce que mettre en place un centre de fécondation in vitro n'est pas très facile. Guy Kachito en sait quelque chose, lui qui a aidé à mettre en place beaucoup de centres en Afrique. Je voudrais un peu revenir sur les causes, puisqu'on parle de l'infertilité en Afrique. Il s'agit des causes environnementales et surtout des perturbateurs endocriniens en Afrique, parmi lesquels je vais classer volontiers les produits dépigmentants. Ah oui. Les produits dépigmentants attaquent aussi la fertilité des femmes. Sûr, ils dérangent les hormones, c'est ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens, dont la liste n'est même pas exhaustive jusqu'à présent. Il y a beaucoup de toxiques qui sont utilisés en Afrique, il y a les traitements traditionnels dont l'utilisation abusive a montré que ça peut provoquer des problèmes de vieillissement ovarien. Des problèmes d'ailleurs, il y a des produits chinois qui ont rendu des hommes azoospermes, nous le savons déjà. Là, vous mettez le doigt sur un sujet très important, surtout lorsque l'on sait combien s'est développé ce phénomène de la dépigmentation en Afrique. On va en parler dans la seconde partie et on va parler aussi de tous ces centres qui se sont multipliés. Est-ce qu'il y en a assez? Est-ce que ces centres peuvent répondre, on va dire, aux demandes des femmes et des hommes qui ont envie de faire des enfants, de procréer avec peu de moyens? On en parle dans la seconde partie du débat africain dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite. Appelez-nous, exprimez-vous. Le débat africain. Alain Foucault. On
a toujours décrit l'Afrique comme le continent de la fertilité en raison du taux de natalité particulièrement élevé. Mais cette réalité côtoie une autre moins réjouissante, celle de ces couples de plus en plus nombreux qui ont du mal à procréer et qui vont de soin en soin, du tradipraticien aux rares centres spécialisés ou aux grands laboratoires pour les plus nantis. Suite du débat africain consacré ce dimanche à l'infertilité en Afrique, avec plusieurs invités au téléphone dans quelques capitales du continent. D'abord le docteur Ernestine Nwedbel, gynécologue, obstétricienne et directrice de la clinique Osdissé de Douala et du centre de procréation médicalement assistée basé dans cette même clinique Odyssée. Le docteur Nwedbel était, encore il y a pas longtemps, la présidente du GERAF, le groupe interafricain d'études, de recherche et d'application sur la fertilité. Elle fait partie de l'équipe qui a permis la naissance du premier bébé par fécondation in vitro en Afrique centrale. Notre second invité est également médecin. Le docteur Nino Guy Kasuto, qui est biologiste au laboratoire Drouot à Paris, qui a contribué à la création, la mise en place et le suivi des centres de PMA en Afrique francophone, notamment au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Mali. Le docteur Kasuto est aujourd'hui en direct de Rabat au Maroc. Et puis, notre troisième invité est le docteur Djedi Kaba Diakité, spécialiste en gynéco-obstétrique. Il a créé à Bamako en 1993 la clinique Kabbalah. Je dois rappeler qu'il est actuellement le président du GERAF dont on a parlé tout à l'heure. Voilà pour nos invités. Et puis, on a en direct de Douala une dame qui a voulu témoigner de son cas et qui souhaite garder de l'anonymat, que nous avons appelée Geneviève. Dites-moi Geneviève, vous avez eu quelques soucis, vous avez fait une fécondation in vitro et vous avez eu un enfant, c'est bien ça? Oui, c'est exact. Alors, un garçon, une fille? Un garçon. Au bout de combien de temps vous avez eu cet enfant? Au bout de 3 ans. Au bout de 3 ans. 3 ans de traitement. 3 ans de traitement. Alors, 3 ans de traitement, c'est pas un court traitement. C'est la moyenne, docteur Nwedbel? Non, ça dépend en fait, ça dépend parce que quand on cherche à faire un enfant, il y a une étude qui a été faite justement par les Africains de notre groupe qui parle du parcours de la femme, du couple infertile, le parcours de la femme africaine infertile. Il est apparu que beaucoup de femmes qui cherchent à faire un enfant, vous l'avez dit tout à l'heure, il y en a en zone rurale, en zone urbaine, ne vont pas directement chez les spécialistes. Il y a 4 niveaux. Cette étude a montré qu'il y avait 4 niveaux. Au premier niveau, où les femmes des couples vont aller, c'est les praticiens, les petits dispensaires du village. Ensuite, il y a un deuxième niveau, le niveau 2, où ça va être les infirmiers qui s'occupent des femmes, mais bon, avec des généralistes non formés pour la fertilité. Le troisième niveau, ce sera les gynécologues. Mais les gynécologues, ça c'est dans les hôpitaux, maintenant dans les cliniques. Mais ces gynécologues-là ne sont pas des spécialistes. Les spécialistes. En fertilité. Et le quatrième niveau, ce sera donc les centres de fertilité. Donc, pour qu'une femme qui part du premier niveau arrive au quatrième niveau, il peut s'y passer facilement 10 à 15 ans. Ah oui. Ce qui fait que la majorité des femmes qui vont arriver au quatrième niveau auront déjà 40 ans et plus. Donc elles arrivent en retard. Elles arrivent en retard. Voilà, donc il y a une série de traitements qui vont être faits, des bons, des mauvais, des moins bons, jusqu'à ce qu'on arrive au vrai diagnostic. Et une fois qu'on arrive au vrai diagnostic, maintenant il faudrait que le couple soit prêt financièrement ou mentalement à aller vers le traitement le plus adapté. Le plus adapté. Il y a beaucoup de temps qui se perd. Voilà. Alors, avant d'aller plus loin sur la question, là, vous posez le cas de la dame qui a passé 15 années à essayer d'avoir un enfant en passant par toutes les étapes que vous avez citées. Quand elle arrive à 40 ans, est-ce que, du point de vue éthique, on peut encore lui faire une fécondation in vitro? Est-ce que cela ne présente pas trop de danger à cet âge-là? Non, je commencerai d'abord par dire que vous avez cité le docteur Kasuto Guy, qui a contribué énormément à mettre le centre de fécondation in vitro au Cameroun. Le premier centre qu'il a fait, évidemment, c'était en Afrique. Le premier centre, il faut qu'on le dise, à Douala, au Cameroun. Donc, nous le saluons beaucoup. Gros bisous à Guy. Voilà. Alors, 40 ans n'est pas trop tard pour faire un enfant. Et 40 ans, c'est suffisamment tard pour réduire les chances de grossesse parce qu'une femme est formatée pour faire des enfants entre 25 et 35 ans. Ah oui. C'est vraiment la décennie idéale pour une femme de faire un enfant. Mais aujourd'hui, à cause des études, à cause du parcours que je viens de dire, beaucoup de femmes vont arriver dans des centres spécialisés à 35 ans et plus. Donc, 40 ans, on arrive encore à faire toutes les techniques, on peut faire la chirurgie endoscopique, on peut faire les inséminations, on peut faire les fécondations, sauf que dans ces cas de 40 ans-là,
les chances de grossesse de la femme vont être autour de vont diminuer. Docteur Kasuto, vous qui avez aidé justement à monter ces centres-là, quel est l'âge où on doit dire à une dame, il va peut-être falloir oublier l'idée? C'est dur à dire, mais c'est une réalité pour sa santé. C'est vrai. Alors, non, il y a deux choses. Au niveau de la santé, la femme peut avoir une grossesse 40, 42, 45, un petit peu plus. Le tout, c'est de contrôler s'il n'y a pas d'hypertension, s'il n'y a pas de diabète, s'il n'y a pas au niveau clinique. Et ça, c'est le travail du gynéco. Mais on est freiné dans cette période-là, pas spécialement par l'âge de la patiente par rapport à son état général, à sa santé. On est freiné par rapport à la qualité des ovocytes, comme disait tout à l'heure Ernestine. Parce qu'une femme née avec ses ovocytes, on va dire même au stade de fœtus, le nombre de follicules est déjà créé, est déjà présent, il est du million, et il va décroître au fil du temps et au fil de la vie de cette femme. Avec, au niveau de la puberté, 500 000, 400 000, et de la ménopause, 100 000. Alors, il reste toujours des ovocytes, même chez une femme ménopausée, mais leur qualité ne peut plus permettre, parce qu'il y a eu des aneuploïdies, des microdélétions au niveau du DNA, et donc ce qui fait que ces ovocytes, bien que présents, ne sont pas de très bonne qualité, c'est-à-dire qu'ils vont donner des embryons qui ne vont pas évoluer et qui ne vont pas s'implanter. Mais docteur, je reviens à ma question. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un âge où on doit lui dire non, vous ne pouvez plus? Alors l'âge se situe autour de 41 et 42, mais il sera contrôlé par des dosages hormonaux, des échographies. Et à cet âge-là, les taux de grossesse sont vraiment très très bas. Donc au-dessus de 42, 43, on peut dire non. On peut dire non. Alors, l'autre principal souci pour la plupart des couples, c'est la finance. Combien ça coûte tout cela? Là, je me tourne vers le docteur Jedi Kaba Diakité. Est-ce que c'est pas trop cher pour l'Africain moyen? Quel est le coût moyen, on va dire, d'une fécondation in vitro? Effectivement, toutes ces techniques-là, ce qu'il faut dire d'abord, ces techniques-là ne garantissent pas à 100% un bébé. Il y a le parcours du combattant de certains couples qui font toutes ces techniques-là dans tous les centres qu'ils connaissent, les plus réputés, et ils sortent indemnes du bébé. Ils n'ont pas l'enfant souhaité. Donc il faut dire que ces techniques-là, ce n'est pas la panacée. Donc les coûts sont divers et variés dans les pays qui pratiquent cette fécondation in vitro, mais en général les coûts se rapprochent. Je pense que les coûts d'une insémination intra-utérine vont de 50 000 francs CFA à 150 000 francs CFA. Les coûts d'une fécondation in vitro classique vont de 750 000 à 1,5 million, et les coûts d'une micro-injection vont de 1,5 million à 2 millions, selon les pays. Il faut compter aussi le coût des médicaments qui coûtent cher, parce que pour faire une fécondation in vitro, on passe par une phase de stimulation de l'ovulation, une phase d'induction et cela se fait avec des médicaments qui sont assez chers, et tous ces médicaments, nous sommes obligés de les importer de l'Europe. Donc ce qui fait que les appareils aussi coûtent cher. On ne peut pas faire la fécondation in vitro avec des appareils de seconde main. Il faut acheter des appareils neufs, et l'entretien de ces appareils-là coûte cher. Et il y a une certaine démarche qualité à voir aussi, parce que... Avant de parler de la qualité, parce qu'on va évoquer la qualité à la fin de ce magazine, j'ai envie de comprendre, lorsqu'on vous écoute, grosso modo, on se dit ça coûte très cher, que finalement, celles qui n'ont pas d'argent, et dans ce domaine-là, n'ont plus que leurs yeux pour pleurer, quoi. Oui, c'est pour cela que le GIRAF, l'un des principaux objectifs du GIRAF dont je suis président, donc j'ai fini mon mandat il y a quelques semaines, je suis maintenant immédiat passe-président, et c'est de la prévention des causes évitables de l'infertilité. Et ça, nous avons déclaré cela dès la création du GIRAF en 2009. Non, je suis d'accord avec ça, et je comprends, c'est qu'il y a de très très beau, c'est de prévenir. Une fois qu'on a fait la prévention, qu'on a parlé de la prévention, celles qui sont dans cette situation-là, elles ne peuvent pas avoir accès alors au traitement de l'infertilité. Oui, c'est pour cela que nous disons, comme ce fut le cas pour le sida, il faut que la société civile se lève pour se battre, parce que 15 à 30% de la population est concernée par l'infertilité, donc ça devient un problème de santé publique. Absolument, mais pourtant on a l'impression que les autorités n'en font pas une question de santé publique. Oui, bien sûr, il faut qu'il y ait des centres publics et privés, parce que jusqu'à présent, vous parlez des centres GIRAF, tous sont des centres privés, et à partir du moment où les centres publics vont se créer, l'État comprendra les dépenses, les énergies que ces privés-là ont déployées pour mettre ces centres-là sur place. Guy en sait quelque chose. Mon ami Ernestine en sait quelque chose.
Mettre un centre sur place, entretenir un centre sur place et faire la formation continue du personnel de ce centre-là, entretenir le matériel, cela a un coût. Et c'est ce coût-là qui est répercuté sur le coût de la fécondation in vitro. Ces coûts ne sont pas surélevés du tout. Et donc, non, ce n'est pas élevé pour les coûts même des installations, mais pour le porte-monnaie moyen de l'Africaine ou de l'Africain qui a envie de faire un enfant, c'est quand même assez important, non? Vous conviendrez là avec moi. On dit que bon, les techniques de fécondation in vitro sont peut-être faits pour la classe moyenne ou la classe surmoyenne. Mais au-dessus de la moyenne quand même. Voilà. À côté de cela, moi, je donne un élément comparatif à ceux qui me disent 850 000, c'est trop. J'ai dit, bon, c'est ça ou bien prendre un avion et aller en Europe. Mais ça, c'est pour ceux qui peuvent prendre un avion pour aller en Europe. Oui, le prix du billet déjà coûte plus cher que faire une tentative en Afrique. Tout à fait. Donc, il faut donner un grand salut à ces centres africains qui essaient de prendre en charge les destinées des couples africains, qui, avant la création de ces centres-là, se livraient à un véritable tourisme médical. Docteur Kasuto, un centre comme celui-là, est-ce que vous avez des pouvoirs publics en Afrique qui se rapprochent de vous pour en créer? Ou bien ça reste l'affaire des privés pour l'instant? La majorité reste l'affaire des privés. Il y a quelque chose qui est en train de se monter actuellement à Abidjan. Les pouvoirs publics veulent créer un centre avec hôpital mère-enfant et ils se penchent sur la question. Maintenant, moi ce que je voulais vous dire, c'est vrai que ça reste un prix à payer qui n'est pas peut-être très accessible pour tout le monde, mais le fait d'avoir mis en place et que ces centres maintenant sont totalement autonomes, totalement performants et peuvent travailler sur le terrain des différents pays, on a permis à une classe de la population à accéder à ces soins. Parce que antérieurement, n'était privilégiée que la classe supérieure qui pouvait aller en France ou à l'étranger pour se soigner. Aujourd'hui, le fait que ce centre soit sur place en Afrique, on a toute une partie de la frange de la population qui peut avoir la possibilité d'utiliser ces techniques. Alors, lorsque quelqu'un vient chez vous, Dr Ngwedbel, vous lui dites, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Voilà, Alain, je voulais revenir sur deux choses. La première, c'est l'âge. Il ne faut pas que les femmes de 40 ans soient découragées parce qu'elles ont 40 ans, elles ne feront pas des enfants. Parce que dans les techniques de l'assistance médicale à la procréation, il y a ce qu'on appelle les dons de gamètes. Ce n'est pas autorisé dans tous les pays, ce n'est pas interdit non plus dans tous les pays. Les dons de gamètes aujourd'hui permettent aux femmes qui ont un âge avancé de pouvoir faire des enfants en faisant recours aux ovocytes d'une femme plus jeune. Et certaines législations qui se mettent en place dans nos pays aujourd'hui acceptent que les femmes aient des enfants théoriquement jusqu'à l'âge de 50 ans. Voilà, ça c'est la première chose. Mais c'est pas dangereux pour leur santé? Mais si, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, les femmes âgées qui vont avoir un enfant ont le bilan au niveau des gynécologues, d'obstétriques, acceptent des attestations comme quoi ils veulent faire, et la médecine atteste que ces femmes-là, effectivement, eux sont capables de porter un bébé. Il ne faut simplement pas exagérer, donner à toutes les femmes de tous les âges. Mais je pense qu'il y a ce niveau de femmes aujourd'hui qui peuvent avoir des enfants par cette technique-là. Maintenant, concernant le coût, le parcours dont je vous ai parlé tout à l'heure aussi on l'a quantifié en argent. Quand on part du premier niveau vers le quatrième niveau, sans avoir fait une fécondation in vitro, on peut y laisser facilement entre 1,5 million et 3 millions de francs CFA. Ça, c'est déjà le prix de 2 fécondations in vitro. Donc, c'est une question d'éducation des populations, que les populations sachent. Aujourd'hui, il y a des prises en charge efficaces en matière d'infertilité. Quand on dit 3 millions, c'est 4 500 €. Ouais. Exactement. Que les gens fassent tous les efforts pour aller vers des centres qui vont leur donner des solutions idoines, que le personnel Est-ce que le tradipraticien arrive aussi à obtenir des résultats? Avant qu'on ne parle de la qualité, est-ce que le tradipraticien arrive à faire que des femmes et des enfants, puisque c'était comme ça dans les zones rurales, ça existe encore aujourd'hui? Oui, mais le tradipraticien peut faire obtenir les enfants, comme aller à l'église, prier Dieu peut aider à obtenir les enfants, comme la psychologie au niveau de la famille peut faire obtenir. Je sens un peu d'ironie dans votre réflexion, non? Oui. Donc, tout ça concourt, Alain, à aider les couples. Parce que rien ne déstressant la femme. Non, mais vous qui faites de la prévention et qui faites une campagne pour donner des conseils aux femmes, est-ce que vous leur diriez, essayez aussi le tradipraticien, peut-être que le nganga qui est à côté de chez vous peut vous aider?
Moi, non, parce que je suis parisienne, je ris, mais parce que je suis profondément scientifique. Non, je ne le dis pas, mais je les écoute. Je les écoute parce que des fois, ils ont des problèmes familiaux, des nœuds de partout. Il faut les aider à dénier ces nœuds-là. Si ça passe par aller écouter quelqu'un qui est connaisseur dans le village, oui, pourquoi pas. Mais vous n'y croyez pas trop. Et chez vous, monsieur docteur Diakité, vous y croyez, puisque la plupart des gens vont d'abord chez le tradipraticien. Est-ce que vous leur dites, arrêtez ça, venez nous voir directement? Oui, moi je pense que le rôle des tradipraticiens peut concerner les 10% d'infertilité inexpliquée. On l'a dit tantôt. Il y a 10% d'infertilité inexpliquée. Alors, on sait que la positive attitude peut aider certaines femmes, certains couples à dénouer le problème d'infertilité. J'aime bien la positive attitude. C'est bien. Moi, je donne des conseils aux femmes, parce que quand le bébé ne vient pas, il faut savoir attendre d'abord et investiguer. C'est ce qu'on a tenté de vous dire durant tout ce débat-là. C'est ce qu'on a dit. Alors, puisque le temps tourne vite, j'ai envie qu'on aborde l'autre aspect qui est quand même la question de la surveillance de tout cela. Puisqu'on sait qu'on a aussi, dans le milieu des médecins, c'est pas la majorité, c'est vrai, mais on a dans le milieu des médecins on va dire, des escrocs. Il faut dire les choses comme elles sont. Des personnes qui ont plus envie de gagner de l'argent. Dans ce milieu-là où on voit naître des centres comme cela, est-ce qu'il y a un contrôle? Est-ce que vous avez le moyen de vérifier que les choses sont faites dans l'ordre, docteur Kasuto? Le contrôle, il n'est pas au quotidien, mais je pense que toute personne qui s'investit personnellement dans ce métier et dans un laboratoire avec ses propres deniers fait partie d'une certaine communauté scientifique, nous nous connaissons tous, et personne ne va dériver. Alors, les personnes... Vous êtes un peu trop affirmatif, non, docteur? Parce qu'on sait très bien qu'on a vu des médecins en Afrique qui opéraient juste pour le plaisir de gagner de l'argent, alors que le patient n'avait pas besoin d'être opéré. Oui, mais pas dans un centre de fécondation in vitro demande une telle démarche, un tel investissement de soi et financier que personne ne va s'amuser et ne va pratiquer. De plus, le GIRAF a créé aujourd'hui un label de qualité. Il demande à ce que les centres fédèrent autour de cette idée, comme nous avons, nous, l'accréditation, la certification. Et de ce fait, de ce que je connais, de ce que je vois autour de moi, tout le monde fait le maximum et travaille d'une façon... on va dire, tout à fait parfaite. Alors, docteur Ngouetbel, vous savez, on en a rencontré des médecins, ce n'est pas que de la rumeur. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des médecins? Est-ce qu'on a mis des garde-fous pour que quelqu'un, par exemple, parce qu'il fait une fécondation in vitro et qu'il a donné de l'espoir à une femme, mais ne lui refile pas le bébé de quelqu'un d'autre, à travers le spermatozoïde? Comment vous contrôlez ça? Non, alors il faut d'abord savoir que tout médecin qui fait de la médecine, surtout la médecine spécialisée, doit respecter ce qu'on appelle l'éthique médicale. Oui. Et l'éthique médicale est très, très importante. Dans la théorie, mais est-ce que c'est le cas? Oui, mais la deuxième chose, c'est qu'il y a des guides de bonne pratique, notamment en PMA, et ça encore, c'est le GIRAF qui en a proposé aux États. La troisième chose, c'est le label qualité dont on a parlé, c'est-à-dire qu'on aspire aujourd'hui que les gens qui font de l'excellence, qui font ce label qualité-là, parce que dans ce label qualité, tout est rigoureux, contrôlé et vérifié. Enfin, maintenant, il y a la législation. En fait, chaque pays doit mettre en place une législation rigoureuse que tout le monde doit respecter. L'État et les sociétés savantes doivent contrôler les centres pour s'assurer que ça se passe comme cela. En gros, c'est parce que malheureusement, on arrive au terme de l'émission. Si j'ai bien compris, la première des choses, c'est la prévention. Faire attention à sa vie sexuelle. Et la deuxième des choses, c'est aller voir le médecin spécialisé lorsqu'on a quelques soucis de fertilité. Oui, on peut voir n'importe quel médecin, mais le médecin qui reçoit le couple doit diriger vers le centre de fertilité quand il ne peut pas traiter ce couple-là. Merci à vous, merci. Le temps tourne malheureusement très très vite. Nous arrivons au terme de ce magazine. Je pense que celle qui est spécialisée dans le domaine reviendra largement dessus sur cette question, Claire Hédon. Merci à vous d'avoir accepté de participer au débat africain qui est terminé à présent. Olivier Raoul, Delphine Michaud et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.